Nouvelles images de caméras piétons issues de l'enquête sur la mort de Hulk Hogan. Je me demande, est-ce vraiment son âge? Que s'est-il vraiment passé dans les heures précédant la mort de la légende du catch? Il a dit avoir pratiqué un massage cardiaque 8 minutes. D'accord. Il n'a pas fait de massage cardiaque pendant 8 minutes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En débutant le massage cardiaque, je lui ai cassé les côtes. Maintenant, de nouvelles allégations, de nouvelles questions et une suite d'images de caméras piétons qui offrent un regard plus précis sur ce qui s'est passé. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu personne mourir. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous venons tout juste d'obtenir un volumineux dossier d'images de caméras piétons provenant de l'enquête sur la mort de la légende du catch Hulk Hogan. Pendant des mois, des questions ont entouré la mort soudaine de l'icône du catch. Mais maintenant, pour la première fois, nous vous emmenons au cœur de l'enquête avec des heures d'images inédites de caméras piétons de la police. Pour vous remettre dans le contexte, revenons au 24 juillet 2025, Hulk Hogan, dont le vrai nom était Terry Bollea. Il a cessé de respirer chez lui à Clearwater, en Floride. Sa femme, Sky Daly Hogan, ainsi qu'un ergothérapeute et une aide-soignante à domicile, auraient pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des secours. Et malgré leurs efforts, Hulk Hogan, la légende du catch, est décédé. Dans les jours qui ont suivi, les spéculations se sont répandues. Des complications liées à une récente opération du cou ont-elles joué un rôle? Comment quelqu'un qui semblait se rétablir et être de bonne humeur a-t-il pu soudainement arrêter de respirer? Nous allons maintenant analyser ce que les enquêteurs ont documenté, ce que les secours ont constaté et ce que les nouveaux dossiers publiés révèlent sur les derniers instants de Hulk Hogan. Alors commençons par le début. Lorsque Hulk Hogan a cessé de respirer, les enquêteurs ont retrouvé l'aide à domicile qui s'occupait de lui. Il aurait fait un arrêt cardiaque. Voici son récit et la chronologie des événements. Je m'occupais de lui de 7h du matin à 7h du soir ce jour-là. Je suis arrivée vers 6h50 environ. Je ne me souviens plus de la fille que je remplaçais, mais il était déjà assis sur la chaise de la salle de bain à l'étage, prêt à se brosser les dents. Je crois qu'il est mort un mercredi, non? Si c'était un mercredi, je l'avais vu ce lundi-là, je crois, et il allait bien. Il bougeait lentement, mais c'était rien comparé à mercredi. Ils ont dit qu'il portait des couches quand je suis arrivée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lundi et mercredi, mais mercredi, il portait des couches. Il s'est brossé les dents, puis nous sommes descendus. Il ne prenait pas de petit déjeuner, alors il a mangé un yaourt. Sa femme lui a donné ses médicaments du matin et nous l'avons installé dans un fauteuil inclinable. Probablement, je dirais vers 9h45, l'ergothérapeute est arrivé. Ils ont commandé de nouvelles toilettes car, je suppose, sa force n'était pas ce qu'elle était d'habitude. Donc, comme nous devions commander de nouvelles toilettes, je l'ai montré à l'ergothérapeute. Il est entré, il respirait. Il respirait quand l'ergothérapeute est arrivé. J'ai littéralement dit que la distance entre ici et sa voiture était à peu près la même que celle entre le salon et son bureau où se trouvait la salle de bain en bas qu'il utilisait. J'ai accompagné l'ergothérapeute voir les nouvelles toilettes. En sortant, il a dit « Carrie, j'arrive dans 1 minute pour tes constantes ». Il s'est approché et a dit « Je ne trouve pas de pouls ». Est-ce que Carrie lui a répondu quand il a dit ça? Non. Mais il dormait. Il s'est endormi dès que je l'ai mis sur la chaise. Alors il a dit « Je n'arrive pas à prendre son pouls au doigt ». J'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus. Donc j'ai dit « Parfois, s'ils ont froid, il faut frotter ». Alors on a commencé à lui frotter les mains et il a dit « Je n'arrive toujours pas à prendre le pouls ». C'est là que Sky et moi nous sommes approchés et Sky a dit « Il ne respire pas ». Nous avons appelé le 911 et allongé la personne au sol. L'ergothérapeute nous a expliqué comment pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, puis l'a poursuivi jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Et puis, en fait, dans la vraie vie, il était déjà décédé, mais ils ont continué à essayer. Donc, les médicaments que Sky lui a donnés, est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'il prend tous les jours à ta connaissance? Je trouve que toutes les matinées se ressemblent, mais je doute qu'ils prennent tous ces médicaments toute la journée. Je crois qu'il recevait une dose matin, midi et soir, car avant, il était surveillé toute la nuit dès 19h. Il prenait certains médicaments vers 10 ou 11h, car il restait éveillé tard. Il se réveillait et se rendormait la nuit, sûrement à cause de la douleur ou de l'opération. Nous n'avons pas eu de détails car il s'agissait d'un cas très médiatisé au travail, donc seuls les éléments essentiels nous ont été communiqués. Une infirmière venait chaque jour et connaissait bien la situation. Notre rôle était surtout de le nourrir, l'aider à se laver et gérer les tâches quotidiennes. Donc, quand tu dis activité de la vie quotidienne, C'est ça, les a vécus? donc quand tu dis nous,
parle de toi et des autres aides à domicile. Oui, en fait, il y en avait 2 par jour parce qu'elle faisait des gardes de 12 heures. Donc, quelqu'un était là de 19 heures à 7 heures du matin et quelqu'un d'autre faisait de 7 heures du matin à 19 heures. As-tu accès à ses dossiers médicaux ou quelque chose de similaire? Nous n'avions même pas accès à son vrai nom. Au début, quand ils nous l'ont confié, c'était juste client pionnier très en vue de Clearwater. J'ignorais qui c'était avant d'arriver au travail et dès le premier jour, il était déjà assis dans le fauteuil. D'accord. Et tout le monde qui le connaît sait qu'il a cette coiffure avec le dessus chauve. Alors je me suis dit, est-ce que c'est Hulk Hogan? Et la dame a dit, oui, ils ne l'ont pas fait. Non, ils l'ont fait. Ils sont restés très discrets parce que je suppose que le statut de célébrité exige beaucoup de discrétion sur pour qui on travaille et tout le reste. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi il est tombé malade. On ne nous a rien expliqué. Il venait juste de sortir de l'hôpital et avait besoin d'aide à domicile. D'accord. Après cela, avez-vous écrit quelque chose? Par exemple, devez-vous faire un rapport sur ce que vous avez vu? Ce que vous avez vécu, ce genre de choses, j'ai appelé mon employeur. J'ai dit qu'il l'emmenait à l'hôpital. Elle m'a répondu que je devais rester jusqu'à leur départ car j'étais encore en service. Bien sûr. Donc, j'ai condé Sky à l'hôpital et prévenu mon employeur. Bon, j'ai expliqué qu'elle m'avait demandé de lui emmener. Mon employeur m'a demandé ce qui s'était passé. Je ne sais pas si mon travail ou l'ergothérapie a enregistré quand je l'ai dit, mais on n'a jamais rien eu à écrire. C'est ça? Et c'est normal. Je veux dire, est-ce que tu as déjà eu ça? Je n'ai jamais vu ça. En 20 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir. Jamais. Comment tu t'en sors avec ça? Je veux dire, c'était fou. Oui, parce qu'il n'y avait pas que cette pauvre épouse. Moi non plus, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai même travaillé à l'hôpital. Je n'avais jamais vu un patient froid comme ça. Tout ça, c'était effrayant pour moi. C'était vraiment beaucoup à gérer. Et puis, je sors dehors et la rue était déjà remplie de monde. C'était juste trop. C'était beaucoup. Donc, Ce matin-là, quand tu es arrivé, est-ce qu'il parlait ou quoi que ce soit? il allait bien, assis là. Je lui ai rappelé de se brosser les dents et d'essayer de faire un peu de tout chaque jour, pas juste rester assis. Il a accepté, s'est brossé les dents et a dit qu'il était prêt. Nous avons pris l'ascenseur. Bon, je l'ai installé à cause du signe égal en bas. On a pris l'ascenseur, je l'ai mis dans le fauteuil et c'est tout. D'accord, tu as dit qu'il venait juste de manger du yaourt. Oui, C'est tout ce qu'il mangeait le matin, en gros. juste du yaourt. D'accord. Se plaignait-il de douleur ou d'autre chose plus que d'habitude? Pas ce jour-là en particulier, mais certains autres jours, il se plaignait du dos. Donc je ne sais pas si la blessure avait un rapport avec son dos, mais je dirais simplement qu'il avait mal au dos. Il était rarement réveillé et dormait le jour. On dit qu'il se levait et se recouchait souvent la nuit, ce que j'ai pu constater lors de mes gardes de nuit. Et c'était comme, dès qu'il n'était pas à l'aise, il voulait se lever, descendre, puis remonter à l'étage. Qu'il dorme le jour était tout à fait normal. En moyenne, de 7 à 7, il ne restait éveillé que 2 ou 3 heures, comme un garde de 12 heures. Quand il était réveillé, il restait silencieux devant la télé. Alors, combien de fois penses-tu l'avoir soigné? Je l'ai probablement eu 5 ou 6 fois. Le reste de la conversation entre l'aide à domicile et les enquêteurs devient clinique, axé sur les antécédents médicaux de Hogan et les protocoles stricts qu'elle doit suivre pour la déclaration et la tenue des dossiers. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car maintenant nous passons aux moments qui ont suivi l'appel au 911 lorsque les soignants se sont retirés et que les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Vous vous souvenez de la raison pour laquelle on vous a envoyé? Médicale, urgence médicale, d'accord. Alors, une fois arrivé sur place, qu'avez-vous vu? Quand nous sommes arrivés, évidemment, nous n'avions reçu qu'une seule information au moment de l'appel. Et puis, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une personne. Il vous appelle pour un arrêt cardiaque. Vous souvenez-vous où il était? C'était dans le salon. Dans le salon, d'accord. Par terre dans le salon, d'accord. Qu'avez-vous vu? Que se passait-il? Il y avait 2 professionnels de santé et l'un d'eux, l'homme, essayait de faire un massage cardiaque. D'accord. Étiez-vous le secouriste principal ou le responsable de l'intervention? Ou peu importe comment vous appelez ça. L'appelez? Le secouriste principal, c'était mon binôme. Mais nous, Nous le faisons. On fait ce qu'il faut faire. On s'en charge. d'accord. Alors, Ce professionnel de santé fait un massage cardiaque. Ouais, d'accord. Où il essaie, comme tu l'as dit. Ouais, Alors, c'est vous qui prenez le relais? oui, ouais. D'accord. Et ensuite, que se passe-t-il? Nous avons pris le relais. Nous avons fait ce que nous faisons d'habitude. Normalement, nous suivons les protocoles ACLS et les protocoles du département que nous avons. Nous, je pense que nous sommes restés là pendant longtemps. Essayer de réanimer, faire tout ce qu'on peut. Et Et ensuite, nous l'avons emmené à l'hôpital. à un moment donné, avez-vous regardé son corps, ne serait-ce qu'un peu?
Oui, nous l'avons fait. Oui, avant de dire de le rouler sur la planche, nous l'avons regardé. Nous l'avons regardé. Juste pour être sûr. Il n'y a rien. As-tu vu des signes évidents de traumatisme ou quelque chose comme ça? Non, pas au début. Nous n'en avons pas vu. Quand tu étais là, en train de faire ton travail, de faire la réanimation, as-tu entendu quoi que ce soit de la part de quelqu'un sur ce qui s'était passé avant l'arrêt cardiaque? Oui, j'ai demandé. Oui, j'ai posé la question. D'après ce que j'ai compris, quand j'ai demandé ce qui s'était passé, eh bien, il avait reçu un traitement, je crois, de la kinésithérapie ou quelque chose comme ça. Donc, et ensuite, il est allé dans sa chambre d'une manière ou d'une autre. Après le traitement, Il y est allé? ou quelqu'un d'autre y est allé, Un. le patient. Il est allé dans la chambre, puis, peu de temps après, il est sorti de la chambre et s'est assis sur son canapé. D'accord. Et il a regardé la télé ou quelque chose comme ça. Et puis, pas le kinésithérapeute respiratoire, mais le kinésithérapeute physique et l'infirmière qui étaient là ont continué à faire ce qu'ils faisaient. D'accord. Et puis il m'a dit, après un petit moment, d'aller le voir pour prendre sa tension artérielle. Et il n'y en avait pas. D'accord. Et c'est à ce moment-là que ce gars était sur le canapé. Ensuite, un lieutenant donne sa version des faits, ajoutant une nouvelle dimension à ce qui s'est réellement passé. Nous sommes arrivés et JME TV, le secours était devant nous. On a sauté dehors, on a attrapé du matériel. Nous avons vu l'aide-soignante, ou peu importe son poste, debout sur le seuil de la porte. D'accord. Je suis entré, j'ai vu l'autre homme, un autre infirmier ou un gars de la rééducation, peu importe son poste. Il était par terre à côté du fauteuil inclinable en train de faire des compressions thoraciques. À ce moment-là, nous avons simplement appliqué le protocole standard pour un arrêt cardiaque en réanimation avancée. Nous avons suivi nos protocoles. Nous avons commencé simplement par la RCP, une prise en charge basique des voies aériennes au ballon autoremplisseur et à l'oxygène. Nous l'avons mis tout de suite sous monitoring. Il était en asystolie. J'ai renforcé la prise en charge de ses voies respiratoires. J'ai placé un tube King avec de l'oxygène par OG. À ce moment-là, j'ai rendu notre RCP continu. Ce n'était plus une RCP de base. Et ensuite, nous avons simplement suivi notre protocole. Nous avons administré le maximum d'ampoules autorisées, c'est-à-dire 3. Nous avons administré du Narcan, juste pour administrer du Narcan. C'est une pratique assez courante chez les patients en arrêt cardiaque. Pour les H et les T, on élimine un peu les causes, et c'est un médicament assez bénin lorsqu'il est administré. Nous avons administré du Narcan par précaution. Sa glycémie était correcte. Ayant appris ses récents problèmes rénaux, nous l'avons pris en charge. Nous avons aussi administré du bicarbonate et du calcium, mais c'était en gros un arrêt cardiaque classique en asystolie de type standard. Vous rappelez-vous la raison de votre intervention? Je me souviens des notes. Il était mentionné un arrêt cardiaque, mais rien sur le sexe, ni si c'était un homme ou une femme. D'accord. Je crois que ça disait, il n'y avait sans doute pas d'âge précis, juste une estimation. D'accord. Mais quand vous êtes arrivé, où se trouvaient les gens? L'infirmière se tenait dans l'embrasure de la porte. En haut des escaliers, elle était au téléphone. Vous parlez des escaliers devant, vers la porte d'entrée, c'est bien ça? Sa femme était un peu entre là et l'endroit où il se trouvait, au téléphone avec quelqu'un. D'accord. Et puis l'infirmier était au sol en train de faire des compressions thoraciques. D'accord. Et où était Monsieur Boléa? Il était, si vous regardez son fauteuil, il était sur la gauche. Les ambulanciers sur place ont tous la même version. Ils savaient que quelqu'un était en arrêt cardiaque et ils sont intervenus pour soigner leurs patients, comme ils ont été formés à le faire. L'un des ambulanciers est interrogé pour savoir s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel sur les lieux. Donc, vous avez dit que vous avez appliqué vos protocoles, donc vous commencez à traiter l'arrêt cardiaque comme vous le faites normalement, j'imagine. Quelque chose vous a-t-il particulièrement marqué dans ce cas? Non. D'accord. Et vous? Alors, qu'est-ce que tu faisais pour aider avec ça? J'étais simplement là où c'était nécessaire. D'accord. Chacun a un peu pris une position, que ce soit pour les voies respiratoires ou pour les compressions. J'ai simplement commencé à rassembler le matériel et tout ce dont on avait besoin à l'extérieur. D'accord. Je suppose qu'à un moment donné, vous avez regardé son corps. Avez-vous remarqué des signes de traumatisme qui vous semblaient évidents ou quelque chose comme ça? Pas que je me souvienne.
Pendant que vous étiez là, avez-vous entendu quelqu'un parler de ce qui s'était passé avant qu'il ne fasse un arrêt cardiaque, s'il s'est passé quelque chose? Pas que je m'en souvienne non plus. Est-ce qu'il y a eu des discussions sur des antécédents médicaux ou quelque chose de ce genre qui aurait pu changer la façon dont vous avez procédé ou quelque chose comme ça? Non. Pas forcément. C'était assez simple. D'accord. Donc nous savons que Hulk Hogan a arrêté de respirer. L'appel au 911 a été signalé pour arrêt cardiaque. Et jusqu'à présent, la version des faits est restée la même. Ceux qui étaient dans la maison, y compris le kinésithérapeute, ont immédiatement commencé la RCP dès qu'ils ont réalisé que Hulk Hogan n'avait plus de pouls. Cependant, une nouvelle vidéo de caméra corporelle montre un détail relevé par les enquêteurs, tandis qu'un ambulancier conteste cette version des faits. Alors je veux que vous écoutiez attentivement ce qu'il dit. D'accord. Quand vous êtes arrivé à la maison, qu'avez-vous vu en entrant? Quand je suis juste monté à l'étage parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'était une infirmière ou autre qui disait « Hé, il est là-haut ». D'accord. Donc je suis juste monté à l'étage parce que le secouriste, le camion et le lieutenant sont allés aider à prendre le matériel pour le sauvetage. D'accord. Donc je suis juste monté à l'étage. Quand je suis entré dans la pièce, il était par terre à côté d'une chaise. Le thérapeute, le gars dans la pièce en tenue médicale, a dit qu'il faisait un massage cardiaque depuis 8 minutes. Il ne faisait pas le massage cardiaque correctement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand j'ai commencé le massage cardiaque, c'est moi qui lui ai cassé les côtes. S'il faisait un massage cardiaque, il le faisait mal. Donc c'est juste ça, oui. D'accord. Mais selon les notes à la radio, ils disaient qu'ils avaient du mal à le sortir de la chaise pour le mettre au sol. On pensait devoir le faire, mais il était déjà au sol à notre arrivée. D'accord. Certaines allégations frappantes sont soulevées ici. Est-ce que l'ergothérapeute a vraiment pratiqué la réanimation cardiopulmonaire pendant 8 minutes d'affilée? Et si c'est le cas, cela a-t-il été mal fait, comme l'affirme un des ambulanciers? Ce sont évidemment des questions sérieuses, et pour l'instant, ce ne sont que des affirmations provenant d'une seule des parties présentes. La seule façon d'obtenir des éclaircissements est d'entendre directement le thérapeute lui-même. Il s'appelle Justin McCamey, et sa conversation avec les enquêteurs est un peu difficile à entendre. Mais je veux que vous écoutiez attentivement ce qu'il avait à dire dans les minutes qui ont suivi la mort de Hulk Hogan. J'ai assisté à l'opération il y a 1 mois ou 2. Ils ont endormi, ils ont sectionné le nerf chronique. Tout le système s'est complètement arrêté. Désolé, à domicile, dans les soins à domicile, je suis ergothérapeute et il n'avait pas bonne nouvelle. Je l'ai vu une fois la semaine dernière. Il était juste là, comme mort. Il respirait. Juste sur le point de tomber à mort. Donc, elle est ici. Je vérifiais l'infirmerie de l'école pendant qu'on était là. Tu as fait quoi? Je suis resté avec lui. Il a à peine mangé, seulement quelques nicotines. Il est resté éveillé toute la nuit. Un peu. Les médicaments arrivent, en fait, des narcotiques. Et c'est revenu à notre attention. C'est le cas. Ouais. Ça devrait être derrière, à la fin. Pas de montée et descendre de la poitrine. Pour prendre le pouls. J'ai tenté de prendre la tension, sans succès. Elle est entrée. Nous nous en sommes rendus compte ensemble et appelé le 911 aussitôt. Nous l'avons mis au sol. Il avait commencé les compressions. Et en gros, il respirait. En tout cas, quand j'ai vu ça, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est un gars tellement costaud. Donc prendre le pouls, faire tout ça, c'est parfois difficile. Et puis quand on s'en est rendu compte, évidemment, on n'a pas appelé pour demander son aide. Pour être honnête, je suis surpris qu'il ait tenu aussi longtemps. Tu as dit être là depuis 10 minutes, non? Avant qu'il... Je suis arrivé ici, laisse-moi te dire en te parlant. 2h39, je viens d'entendre, 9h30. Je suis entré dans le... Et depuis combien de temps aides-tu à t'occuper de... Ce n'est que ma 2e mission. Ce n'est que ma 2e visite. J'ai juste fait l'évaluation initiale la semaine dernière. Je ne dirais pas que je suis surpris qu'il ait tenu jusqu'à cette semaine. Et est-ce que tu essayes de l'aider à s'adapter au fait d'être principalement en fauteuil roulant et des choses comme ça? Oui, un ergothérapeute s'occupe du haut du corps et de la fonction, tandis que la kiné s'occupe des jambes. Juste l'aider à être aussi autonome que possible. D'accord. J'essayais de le ramener parce qu'il avait du mal à respirer. Est-ce qu'il a pu? Est-ce qu'il arrivait à marcher et tout ça? À peine. C'était un transfert pivot. Mais il utilisait des urinaux et tout ça. Quel est le gros problème en ce moment? Tout. On était genre complet. Genre... Pourquoi est-ce qu'il était un peu... Pourquoi il ne pouvait pas marcher? Il avait ça. Ils ont coupé le nerf phrénique durant l'opération. C'était récent? D'accord. Donc il a subi une opération du dos? Ou qu'est-ce que c'était? Oui, c'était le cas.
Franchement, il a eu tant d'opérations. Le nerf phrénique est un nerf qui intervient dans la respiration. Et s'il est coupé, ce qui est difficile. Parce que, d'accord. Donc cela reste officieux. Donc tu as remarqué ça. Le docteur aurait pu se tromper. Il y a eu des dommages aux nerfs phréniques et cela aurait pu entraîner certaines complications. Et ce commentaire est ce qui a conduit à certaines spéculations selon lesquelles la mort de Hulk Hogan aurait été causée par une opération ratée. Lorsque les enquêteurs ont repris contact avec McCamey plus tard, il s'est montré beaucoup plus évasif dans ses réponses, semblant suggérer que le fait que Hulk Hogan soit une célébrité avait fait que les spéculations et les informations sur sa mort étaient redevenues incontrôlables. Donc cela n'a rien à voir avec les dossiers médicaux en tant que tels. C'est plutôt basé sur vos propres observations, votre propre expérience et ce genre de choses. Est-ce qu'elle peut être là? C'est intimidant. J'ai regardé New York, police judiciaire pendant des années. Regardez, je suis infirmière. Vous pouvez répéter? Je suis infirmière. J'ai déjà géré de nombreuses réanimations. Oui, c'était mon premier. J'ai jamais vu la police. Venir chez moi? Maison. Je comprends que nous vous mettions mal à l'aise. Ce n'est pas notre objectif ici. Je comprends. C'est juste que tu dois voir ça de mon point de vue, tu sais? Non, et je veux dire, je comprends, c'est ça. Ouais. Ils ne nous laissent pas parler. Ils ne veulent pas qu'on dise autre chose parce que, apparemment, j'ai déjà trop parlé. Ce qu'ils t'ont dit. Ouais, eh bien... Non, en général, j'entends juste ce qui se passe aux infos. J'ai vu. Eh bien... Aussi, si la dame a dit de prendre leurs cartes. Oui, les cartes. D'accord, oui. Je vais m'occuper de toi, je t'ai. Et ça, et... Mais ça, c'est le PDG de VNA avec TGH. C'est la personne la plus haut placée, on ne peut pas aller au-delà. Oui, c'est elle que j'ai appelée. J'attendais juste un retour. Quelqu'un d'autre l'a donné. Anne était votre superviseur, la DOS. Oui. Elle m'a donné son numéro. Son numéro, d'accord. Oui, j'ai essayé d'appeler. Je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas, je n'ai pas appelé pour dire « Hey, voilà ce qui se passe ». Donc, d'accord. Eh bien, je veux dire, si c'est ce qu'ils te disent de dire, on n'essaie pas de mettre qui que ce soit dans une situation difficile. Oui, compris. Donc... Je veux dire, j'apprécie ce que tu fais. Mais évidemment, j'ai mal parlé. Je ne sais même pas ce que j'ai fait, ni de quoi on a parlé. Tu n'as pas explosé contre Justin. D'accord, merci. C'est à lui. Mon nom est... Je vais déjà l'écrire au dos, alors n'hésite pas à le prendre. Et elle peut t'appeler si tu as une conversation avec elle à propos de quoi que ce soit. Elle peut appeler si elle veut. Super, ce numéro-là. Nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Donc oui, appelle à ce numéro, tu entendras probablement parler de nous. D'accord. Est-ce que tu as des questions auxquelles je pourrais répondre pour peut-être atténuer un peu cette angoisse? C'est moi qui suis anxieux? Je croyais qu'on était tous deux anxieux, d'accord. Et c'est moi qui disais arrête ça. Ma question. Nous avons de la famille dans les forces de l'ordre. J'étais quelqu'un qui venait d'arriver ici et vous savez, j'étais là à les regarder. Je suis juste inquiet que toutes ces choses sortent alors qu'elles ne le devraient pas. Ce sont des violations médicales sur ces vidéos. C'est vraiment très grave et ça commence à se savoir. TMZ m'appelle. Vraiment? Oui. Ça ne sortira pas, c'est terminé. Eh bien. Les infos racontent tant de choses sur la vie. Ouais, je ne sais pas ce qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Aucune vidéo n'a été publiée, je te l'assure. Il reste encore beaucoup d'investigations à mener. Donc tout ce que tu vois en ligne ne vient pas de nous. Tu n'as pas entendu parler de l'enquête sur la vérité? D'accord. Ouais. C'est pourquoi, en raison de certaines informations en circulation, nous tentons de les obtenir. Tout est à peu près en ordre comme ça devrait l'être. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on est là à vous parler maintenant. Ouais. La seule chose, c'était évidemment à propos de cette opération. Ça dépasse mes compétences. C'est vrai, ce n'est pas la faute du thérapeute. Je rends les gens plus forts. D'accord. Donc tu n'es pas allé à la fac de médecine, tu n'es pas chirurgien, rien de tout ça, pas infirmier non plus. Non. L'ergothérapie, c'est le domaine dans lequel tu es habilité. C'est ton métier, c'est tout. J'aide les gens à se remettre sur pied et à devenir indépendants. C'est tout ce que je fais. D'accord. Et tu m'as dit au téléphone que les informations que tu as eues sur l'opération venaient du dossier. C'est tout ce que je sais. D'accord. Aucune information extérieure ou superflue? Non, et TMZ t'a appelé. Oui, tu ne leur as rien donné. Non, je ne l'ai pas rappelé. Ils m'appellent et m'envoient des messages 4 ou 5 fois par jour. Rien qu'aujourd'hui? Rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils l'ont fait, et ils m'ont juste harcelé. D'accord. Eh bien, je suis désolé. Tu n'auras rien comme info ainsi. Je ne veux pas être impoli. Vous voulez une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça? Non, merci quand même, j'apprécie. C'est juste que, vous savez, je ne m'y attendais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, je comprends. Je veux dire, peu importe. Ma voisine m'a appelé, j'ai écouté son message. J'étais là, 2 voitures dehors cherchaient Trump. Justin. J'étais là à quoi?
Oui, non, Justine n'a aucun problème. On voulait juste prendre contact avec vous. Des mois après la mort de Hogan, le 19 novembre 2025, un enquêteur a retrouvé Makame une fois de plus pour obtenir des éclaircissements. Et Makame a de nouveau nuancé un peu ses commentaires initiaux. Je parlais au patron et il veut juste poser une question de plus. Dans la vidéo, tu as parlé du fait que sectionner le nerf phrénique, c'est difficile. Oui, je suppose. Tu supposes ça? Ouais, ce n'est pas mon accent. D'accord, parce qu'en gros, ce qu'on essaye de savoir, c'est comment tu savais pour ce nerf. Désolé, je m'appuie sur ta voiture. Ce nerf peut souvent être touché lors d'une opération. Et puis, comment as-tu tiré cette conclusion médicale pour dire ça? Que c'est difficile à faire. Non, ça c'était autre chose. D'accord, j'ai supposé, mais je ne sais pas. Je veux dire... Je suis d'accord. Mais je veux dire, tu n'es pas neurochirurgien. Ouais, pas de problème. Ouais. Chirurgie cardiaque. Ouais. Tu n'es pas allé à la fac de médecine. Tu as obtenu ton diplôme en ergothérapie et c'est tout. Rien de plus, n'est-ce pas? D'accord. Ce n'est pas grave, je dois aller aux toilettes. Je comprends ça. Donc, j'ai déjà eu des problèmes pour lui avoir parlé. D'accord. Eh bien, je pense que c'est tout. Très bien. Merci, monsieur. C'était intéressant, cependant. Écoutez l'interview dans l'émission Bubba Bumblebee's Buns au cours des 2 jours suivants. Je l'ai entendu. Le gars a évoqué le nerf chronique, disant que ça pouvait être ça. Là, j'étais comme... Je l'ai entendu. Ouais, donc je n'aurais pas dû dire ça. D'accord, bon, ça se tient. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Je veux juste te rendre plus fort et t'avoir. C'est tout aussi important. Prenez soin de vous, monsieur. Merci. Le décès de Hogan a été considéré comme une mort naturelle due à un arrêt cardiaque. Le service de police de Clearwater a félicité la famille Hogan, y compris sa veuve, Sky Daly, ses enfants, Nick et Brooke Hogan, ainsi qu'un avocat nommé Kevin Hazlett, pour, je cite, leur volonté de permettre à nos enquêteurs d'accéder à des informations très personnelles à un moment où ils étaient en deuil et en difficulté, ajoutant que cela a été, je cite, extrêmement utile. C'est tout pour On the Case présenté par Law on Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur Spotify. Nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.